Bonjour à tous. Depuis quelques années, les pèlerinages de pères de famille fleurissent un peu partout en France. Où en sont les pères aujourd'hui? Pourquoi ressentent-ils le besoin de se retrouver entre eux? En quoi la prière, la foi peuvent les aider dans leur paternité? Ce sont eux qui peuvent en parler le mieux. 3 papas nous ont rejoints sur ce plateau. Pierre-Henri Schex, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes marié, père de 2 grands-enfants. Alors vous avez découvert le pèlerinage de Cotignac dans le Haut-Var il y a 16 ans. Vous y êtes retourné plusieurs fois avant de vous rapprocher de la région parisienne en allant au sanctuaire de Vézelay. Absolument. À vos côtés, Philippe Oswald, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur du livre Debout les pères, paru aux éditions du Jubilé. Vous nous parlerez un petit peu de ces pères aujourd'hui. On en entend beaucoup parler, pas forcément de façon très positive d'ailleurs. Enfin, on retrouve Jean-Louis Bavoux, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous nous apporterez, votre regard sur cette question tout à l'heure. Alors, avant d'aller plus loin, direction la Bretagne, où des pères se sont retrouvés pour un pèlerinage un peu particulier. Pendant 3 jours, pas de marche pour ces papas, mais du bateau, avec à la barre des skippers atypiques, des frères de Saint-Jean. Un reportage de Pierre Marot. Ils ne se connaissent pas encore, ils viennent des 4 coins de France, ils vont passer 3 jours ensemble sur un voilier. Pour les accueillir, le frère Jean-Christian de la communauté Saint-Jean. Bonjour Marc, bienvenue. Vous avez fait bon voyage? Oui, très bien. Plus qu'un moine, le frère Jean-Christian est skipper. Il y a les répartitions de bateaux, on a 3 bateaux. On l'aura compris, c'est un peu plus qu'une croisière au large des côtes bretonnes que vont vivre ces apprentis marins. Mais un pèlerinage organisé chaque année par la communauté Saint-Jean de Lorient. Un pèlerinage réservé exclusivement aux pères de famille. Il existe quelque chose pour les mamans tous les mois qui est un temps de réflexion, de prière, sous forme d'une ce qu'on appelle les pauses mamans, d'une journée entre elles. Mais ça ne marchait pas avec les papas. Alors on s'est rendu compte qu'en fait les papas avaient besoin d'une activité, de se retrouver autour de quelque chose à faire. Et alors évidemment, au bord de la mer, c'était l'idéal de pouvoir partir en pèlerinage en bateau. Après une nuit au port, c'est l'heure du départ en mer. La plupart de ces pères de famille sont cadres, occupent des postes à responsabilité en entreprise. Concrètement, ils ont dû apprendre à concilier vie de famille et vie professionnelle. Entre ambition personnelle et vie de couple, ils ont dû faire des choix, des renoncements. À la barre ce matin-là, le frère Jean-Christian. Symboliquement, c'est lui qui donne le cadre. Car passé les moments de détente, c'est l'heure de la catéchèse. Une catéchèse suivie d'un temps de parole où chacun va chercher à relire sa vie de couple. Au moment où on allait se marier avec ma femme, j'avais l'opportunité de faire du consulting interne à la boîte où j'étais et la question c'était est-ce que ça vaut le coup de partir 6 à 9 fois par an, foyer familial, au début de son mariage? Et j'ai refusé. On a refusé parce qu'on en a parlé, on dit non, on ne veut pas débuter notre mariage comme ça et notre famille. Prendre du recul, de la distance, confronter son expérience dans une optique chrétienne, c'est l'objectif de cette retraite en mer. Souvent, on est un peu isolé en vivant sa vie de famille. On a comme référence nos enfants, nos femmes, mais on n'a pas forcément d'autres pères comme référence. Donc c'est intéressant de se retrouver plusieurs pères chrétiens et de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Fin de soirée, arrivé au port, et dernière consigne avant la nuit. Sur un bateau, après avoir winché, on fout toujours la manivelle dans la... Oui, on la laisse jamais sur le winch. Lionel, c'est le doyen des papas. Marié depuis 25 ans, père de 6 enfants, lui aussi vient prendre du recul sur une vie professionnelle un peu chargée. J'ai vécu régulièrement avec ma femme pendant les 20 premières années, je crois 3 ans, tout et pour tout. Enfin, quand je dis vécu régulièrement, c'est que j'étais absent toutes les semaines, quoi. Et seul pendant 3 ans où je rentrais chez moi un soir sur 2. Donc pour moi, c'est quand même une grande préoccupation. C'est équilibrer le travail et la vie de famille, parce que quand on est absent sans arrêt et que les enfants grandissent, on peut louper des choses. Au total, ces pères de famille auront passé 3 jours en mer. Certains se reverront, continueront à échanger. Dans quelques heures, ils vont reprendre leur vie de famille, retourner au travail. Cette parenthèse, cette retraite, leur permettra sans doute d'affronter les difficultés de la vie.
Alors Pierre-Henri, vous retrouvez un petit peu dans ce témoignage, il y a un côté, on se jette à l'eau quand on part faire un pèlerinage des pères, se retrouver comme ça en groupe avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, se livrer, pas forcément évident d'ailleurs pour des pères qui peuvent être réservés. Oui, je pense que l'image n'est pas excessive, se jeter à l'eau. Moi, je me remémore mon premier pélé. À l'époque, donc, j'habitais déjà le Val-de-Marne et j'ai été harponné par un de mes amis qui m'a dit, moi, je fais une marche tous les ans. Écoute, viens avec moi. Et je me suis entendu lui répondre oui. Mais honnêtement, quand j'ai pris le train, alors à l'époque c'était train couchette pour descendre à Marseille, je me suis vraiment demandé ce que je faisais dans cette galère. Vous êtes surpris vous-même, d'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Philippe Oswald, alors on imagine qu'en pleine mer, on ne se dit pas la même chose que dans un presbytère. Oui, en pleine mer et puis en marchant, parce qu'en principe, les pèlerinages de la famille, c'est quand même surtout, c'est surtout de la marche. C'est surtout de la marche, et je pense que le bateau, évidemment, c'est l'équipage, ça a aussi un caractère d'intimité, de convivialité très important pour pouvoir échanger. Mais le rythme de la marche, c'est bien aussi pour, je dirais, se poser, parce qu'on l'a bien vu, on a entendu, c'est notre problème à tous, hommes et femmes aujourd'hui, mais peut-être plus spécialement les hommes, d'avoir tendance à nous laisser dévorer, notamment par la vie professionnelle, ou principalement par la vie professionnelle. C'est ça le cœur de la difficulté pour de nombreux pères aujourd'hui. Oui, je crois que cet équilibre. Avoir le courage de faire une pause, de toute façon, ça semble vraiment devenu une nécessité vitale, parfois presque physique et psychologique. Aujourd'hui, plus encore qu'hier. Oui, de pouvoir faire une pause et en même temps être avec. De pouvoir échanger, de s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on croit et des difficultés parfois insurmontables ou très difficiles à porter. On s'aperçoit qu'on est un cas parmi d'autres tout à fait ordinaire. Oui. C'est une démarche d'humilité, ça me paraît très important, de se dire, voilà, je fais une rupture, j'accepte de me laisser finalement instruire ne serait-ce que par l'Esprit Saint, tout de même d'abord, avant d'être... et c'est une démarche de confiance, parce que justement, on ne connaît pas le résultat, on se dit, voilà... je m'abandonne. Je m'abandonne en vue d'un résultat escompté quand même. On est comme ça, nous les hommes, il faut que ça porte ses fruits. Mais voilà, je dirais, il y a deux thèmes, l'humilité et la confiance. Oui. C'est pas l'un sans l'autre. Oui, parce que l'humilité, on peut se dire, voilà, en permanence, de dire, je ne suis pas à la hauteur de la tâche. Si, on l'est forcément parce qu'on est parent. Éducateur parce que parent, c'était la formule de Jean-Paul II. Donc pas parce que vous êtes super doué, parce que vous êtes parent, vous êtes forcément éducateur. Appelé à l'être. Et donc il y a des grâces pour cela. Encore faut-il être capable de les demander, les accueillir, et puis après, je dirais pratiquement de se laisser tout de même instruire pour des choses parfois un peu plus concrètes. Plus concrètes, oui. Alors Pierre-Henri, on entendait un papa qui disait parfois on se sent un peu isolé, donc c'est bien de se retrouver avec d'autres pères. C'est votre sentiment aussi ? Oui. Oui, je pense que d'ailleurs c'est un des aspects, me semble-t-il, qui explique le succès, on va dire, de ces démarches et de ces marches entre hommes et pères de famille, parce qu'on est d'abord des hommes. Et effectivement, je pense qu'il y a, comment dirais-je, dans cet environnement masculin, il y a peut-être il y a des réactions qui ne sont pas celles qu'on peut connaître dans un groupe mixte. Et notamment... Pourquoi ? Ou quoi, par exemple là ? Je ne sais pas l'expliquer, mais enfin, je le constate à chaque fois, chaque année, je dirais, à chaque fois que je fais il y a des choses qui se disent, Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense que, évidemment, on partage des soucis identiques, que ce soit vis-à-vis de nos épouses, de nos familles, de nos enfants, dans nos responsabilités professionnelles. Donc ça, je pense que déjà, effectivement, c'est un facteur. Ça fait des traits communs. Et puis, il y a sans doute aussi, je ne sais pas, il y a sans doute cette grâce particulière, comme le dit Philippe Oswald. C'est une grâce particulière qui entoure des réunions et des marches entre hommes. Enfin, je ne sais pas l'expliquer autrement. Il faut que ça se passe comme ça pour vivre. Mais on aussi vit des moments forts, ça, on est obligé de le constater. Alors Philippe Oswald, on parle beaucoup, dans les médias notamment, de cette identité des pères. Ils ne savent plus très bien qui ils sont, où se situer par rapport aux femmes notamment. Alors pour vous, c'est une réalité ou il y a une forme de spéculation des médias, des psys ? C'est sûr que c'est un thème dont on s'est emparé. Et comme toujours, on l'en fait peut-être parfois un peu trop. Néanmoins, il y a une prise de conscience avant même de parler de la paternité, de la masculinité, parce que je pense qu'il y a effectivement, c'est pas très original de le dire,
une question par rapport à la masculinité, à l'éducation des garçons déjà. Et l'un des intérêts de ce pèlerinage, c'est qu'effectivement, on se retrouve entre hommes. Oui. Les hommes, c'est entre guillemets plus pudique que les femmes. C'est-à-dire que ça se confie moins facilement. Le fait qu'il y ait 3 jours, qu'on puisse ainsi prendre quelques ampoules ensemble, transpirer un peu ensemble éventuellement, aide petit à petit à ce que de fendre un peu l'armure, quoi. Mais au fond de tout cela, je crois qu'il y a effectivement une acceptation de ce que c'est que d'être un homme, la masculinité, dont toute notre société finalement s'est défiée. On a tellement dit que les hommes étaient des machos, que les femmes avaient été brimées, que je ne dis pas qu'il y avait... Tout était faux dans cette affaire. Mais comme toujours, il y a un retour de balancier, Oui. et on a peut-être fait on a trop féminisé, j'allais dire, l'homme. D'accord. Pour dire les choses en un mot un peu... oui, à force de nous enseigner à retrouver la part féminine en nous, Oui. à cultiver finalement des vertus féminines, on a exagéré dans l'autre sens. Et en même temps, je pense que les femmes elles-mêmes ont besoin de retrouver des hommes qui soient des hommes. Voilà. Et vous avez le sentiment que c'est pas forcément le cas aujourd'hui et que les femmes reprochent dans une certaine mesure cette dimension féminine chez l'homme. Beaucoup de femmes aimeraient que, par exemple, déjà des jeunes femmes, par exemple, aient envie de retrouver des hommes qui s'engagent, qui fassent les premiers pas, là, pour dire les choses encore un peu trivialement. Et qu'elle ne soit pas finalement en position de prendre en permanence l'initiative, ce qui va se retrouver ensuite dans l'éducation de l'enfant, où l'homme a facilement tendance, alors ça c'est une vieille tendance qui ne date pas d'aujourd'hui, à se désengager, et au fur et à mesure où la femme prend des responsabilités, se dire, après tout très bien, laissons-la supporter le fardeau, qui d'ailleurs à ce qu'elle le supporte toute seule, et en se retrouvant un jour ou l'autre seule, malheureusement. Mais en même temps, le père, il fait beaucoup aujourd'hui, il est beaucoup plus impliqué dans l'éducation des enfants. Il gère des petits, il sait à peu près tout faire à la maison comme la femme. Oui, c'est ce qu'on dit. Vous n'êtes pas convaincu de ça? Je pense entre ce que l'on dit et puis la réalité concrète des faits, il y a peut-être déjà une marge. En tout cas, on le constate dans les enquêtes qui sont faites sur le temps que les mères de famille concernant les tâches ménagères. Évidemment, on sait que c'est vrai. Donc là encore, ça demanderait d'être nuancé. Mais cela dit, vous avez raison. Mais dans la dimension de père. Oui, il y a eu une prise de conscience. Alors, le risque maintenant, peut-être spécialement, je dirais, pour des pères de famille chrétiens qui ont peut-être une conscience peut-être plus aiguë parfois que la moyenne en tout cas, le risque c'est de se mettre la barre trop haut. C'est de se dire, alors du coup il faut suivre les cours du soir, il faut réviser, il faut devenir un père parfait. Oui. Or, il faut bien partir du principe que nous ne sommes pas des pères parfaits, ni d'ailleurs des mères parfaites. C'est pas ça qui nous est demandé. Il ne nous est pas demandé de réussir. Ça me paraît très important. Il nous a demandé de faire le maximum, et faire le maximum, c'est d'abord d'aimer. Et je dirais d'abord de nous aimer dans le couple. C'est quand même ça qui est la clé, je crois, de l'éducation. Après, qu'on soit plus ou moins performant, plus ou moins brillant pour parler, ou taciturne, nous avons tous nos défauts, nos qualités. C'est pas ça le plus important. Le plus important, je pense que c'est, avant d'être des pères, d'être des époux. Alors, Pierre-Henri, je vous vois acquiescer. Vous êtes d'accord avec cette opinion de Philippe Oswald. Il y a aussi un autre aspect, donc ce qu'on évoque, la part de féminité chez l'homme, l'identité. Vous vous situez, vous êtes bien dans votre peau de père? En tout cas, je me reconnais absolument dans le propos de Philippe Oswald, selon lequel on est, en tant que père, on est d'abord époux. Oui. Parce que moi, je l'ai vécu dans mon couple et dans ma famille. Donc j'ai deux grands-enfants maintenant. J'ai une épouse qui a eu de gros soucis de santé. Et j'ai pu apprécier à quel point, en fait, je pense qu'il était important à ce moment-là, c'était il y a une douzaine d'années, il était important à ce moment-là, vis-à-vis de nos enfants, que le couple soit uni. Soit solide. Et j'ai été d'ailleurs bluffé par, je dirais, la façon dont nos enfants ont affronté cette situation. Donc je souscris tout à fait. Oui. Alors le côté papa héros qui sait tout faire à la maison, qui travaille, qui Papa jongle héros. avec tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous retrouvez dans cette image-là? Papa héros, non. Enfin, ou si je m'y suis retrouvé, ça n'a pas duré très longtemps. Ouais. Non, je pense qu'on est des hommes. On est des hommes, et puis comme tous les hommes, on a notre part de faiblesse. Il me semble que justement, si je vois notre expérience de couple et notre famille, on a un peu plus de 25 ans de mariage maintenant, je pense que justement, il me semble que nos enfants attendent de nous qu'on soit
des hommes avec nos faiblesses, et non pas, je ne sais pas quoi, moi, une représentation des pères de famille ou des hommes. Oui, oui. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe? Oui, c'est pas le père héros, c'est le père aventurier, comme disait Peggy déjà. Oui, c'est ça. C'est encore valable il y a de ça un aujourd'hui. siècle. Oui, c'est une aventure. Oui. C'est une aventure. Et c'est un mystère aussi. C'est peut-être d'ailleurs la dernière aventure qui reste. Enfin, bon, aller sur la Lune, moi, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais bon, c'est certes une aventure. Mais certainement que de, entre guillemets, réussir sa vie de couple et sa vie de famille, c'est une aventure, j'allais dire, une aventure féconde. C'est une aventure qui est là pour longtemps, parce que ça, voilà, il y a les enfants, il y a les petits enfants, parce que maintenant j'en suis au stade des petits enfants. Ouais. Nous en sommes au stade des petits enfants, et on se rend compte que ça reste une aventure. Donc il faut accepter d'être surpris. Avec ses risques, ses incertitudes. C'est une aventure humaine. C'est ce qui la rend savoureuse. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette toute faite. Il n'y a pas de mécanique pour être un bon père. Il n'y a pas de recette. Non, mais il y a tout de même, je dirais, des indications, il y a tout de même des constantes. Oui. Par exemple, le courage de dire non, c'est important quand même, surtout au stade de l'éducation, de savoir dire oui à bon escient et de savoir de temps en temps oser dire non. C'est vrai pour le père et la mère, hein, surtout quand ils sont, je dirais, en confiance et en se demandant conseil l'un à l'autre, parce que c'est à deux qu'on éduque. Vous parlez de l'autorité du père, elle doit se jouer différemment que celle de la mère. On a décrié le pater familias, on a dépassé ça. C'est difficile à décrire. Comment situer cette question-là de l'autorité? Mais je pense que d'une façon générale, dans la société, nous avons besoin de la masculinité et de la féminité, et les deux. Et par exemple, pour prendre un exemple qu'on va transposer, le fait d'avoir des enseignants, un corps enseignant qui est à 90% féminin, disons les choses en gros maintenant, pour des enfants, filles ou garçons d'ailleurs, déjà fait qu'il y a un certain manque d'une certaine forme d'expérience, d'autorité, de façon très globale pendant le terme, masculine déjà. Si vous ajoutez que pour les garçons, il n'y a plus de service militaire, bref. Donc, et la mère ne peut pas jouer ce rôle-là? Elle est bien obligée de le jouer parfois, de faire fonctionner ce qu'on appelle la fonction paternelle. Elle est bien obligée, surtout quand le père est absent, soit pour des raisons de travail, soit malheureusement parce qu'il n'est plus au foyer du tout, ce qui, comme vous le savez, est quand même très fréquent aujourd'hui, de plus en plus fréquent. Donc elle est bien obligée de s'investir de cette forme d'autorité, bien sûr. Mais il y a des registres, des façons d'exercer l'autorité qui, me semble-t-il, gagne à avoir cette polyphonie. Le petit enfant, la mère le porte contre son sein. Dès qu'il est un peu plus grand, le père va le porter sur ses épaules. Je prends un exemple volontiers, enfin très, très simple. Et au moment de l'adolescence, eh bien, que la mère puisse renvoyer l'adolescent au père, ça semble tout à fait souhaitable. L'enfant va se confier plus spontanément à sa mère. En moyenne, en général. Ce qui n'est pas étonnant. Encore une fois, elle l'a porté, elle l'a nourri. Il y a un lien presque fusionnel avec la mère. Il est bon qu'il en soit ainsi. Ouais. Et le père, c'est l'autre. C'est celui dont la présence doit être certes affectueuse et certainement pas violente, mais qui vient interrompre, si possible, dès l'aube de la vie, interrompre harmonieusement cette fusion. On peut faire comprendre à l'enfant, avant même que l'enfant puisse comprendre, le faire sentir que sa mère n'est pas entièrement pour lui. Donc ce rôle-là, peut-être que le père le joue moins aujourd'hui, quand on parle des pères présents. Hein. Ça, c'est pas peut-être, c'est une certitude qu'il est de toute façon physiquement, qu'il le veuille ou non, absent. Autrefois, le père, à 90% des cas, il exerçait sa profession à proximité, la féminité dans son champ. C'était une expérience qui se faisait sans même qu'on ait besoin de réfléchir à cette expérience. Aujourd'hui, on sait que le temps que nous passons, nous les parents, et a fortiori nous les pères, avec nos enfants, qu'est-ce que c'est? Si on minute ça dans une journée, dans le reportage, ce père disait, j'ai passé 3 ans sur une vingtaine d'années de mariage avec ma femme. C'est minuscule, alors. Il faut en prendre son parti, il ne s'agit pas de bouleverser tout ça. Se dire que peut-être on peut faire des efforts pour être là un peu plus souvent à la maison, que nous, les Français en particulier, c'est peut-être pas la peine qu'on reste au bureau jusqu'à 8h du soir. C'est pas pour autant qu'on est plus efficace, ça on le sait bien. Les Américains seraient très choqués par ça, ils rentrent plus tôt que nous. Quelqu'un qui prolonge sa journée de travail pour faire plaisir à son patron, pour se faire valoir jusqu'à 8 ou 9h du soir, c'est pas pour autant qu'il est plus performant en réalité. Bon. Donc il y a des prises de conscience à avoir. Pierre-Henri, une réaction, je vous voyais par rapport à ces questions de présence du père. Je ne souscris pas totalement à ce que vous disiez. Oui. Parce que je pense qu'on vit dans une représentation justement du père
qui doit supporter le poids de la vie professionnelle et puis et de la conquête des revenus, on va dire. Oui. Et je pense que c'est précisément... moins le cas aujourd'hui, parce que la plupart des femmes Je dis travaillent bien, ici. on vit dans une représentation. Oui. Bon, et là, je voudrais parler d'une initiative qui a été prise par Antoine de Gabrielli, qui est un des initiateurs de notre groupe, qui a créé une association qui s'appelle Mercredi, c'est papa. Notre groupe donc, de pèlerins Tout à fait, qui va à Vézelay depuis Oui. 5 ou 6 ans maintenant. Et dont l'objet, c'est précisément justement d'essayer d'aller un petit peu à l'encontre de cette représentation. Oui. Et ça me paraît intéressant parce que votre émission, je crois, s'intitule « Un nouvel élan pour les pères ». Et moi, je suis très très sensible justement à ces investissements qui sont faits par les pères de famille entre les pèlerinages. Oui. Et précisément, je pense qu'on est un certain nombre justement à souhaiter bouleverser, bousculer. Vous disiez, ça va sans doute pas bouger. Ben, nous souhaitons que ça change. De quelle façon, on alors, est et comment convaincus, si vous voulez, on est convaincus que précisément, si on parle beaucoup de mixité et on fait tous le constat que finalement, dans les entreprises, on laisse assez peu d'espace aux femmes et à nos épouses. Et nous sommes convaincus qu'on peut faire évoluer les choses et qu'il faut faire évoluer les choses. C'est-à-dire que notamment, il faut faire évoluer cette espèce de représentation qui veut que ce soit l'homme qui soit au boulot et qui aille chercher les sous. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Parce que 80% des femmes travaillent. Oui, mais moi le temps je de suis travail n'est pas le convaincu. même. Encore aujourd'hui, le temps de travail n'est pas le même. On est d'accord, il faut le faire bouger. En fait, on est d'accord là-dessus. Mais statistiquement, à l'heure où nous parlons, il est vrai qu'en France en tout cas, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de pays d'Europe aussi. Juste un mot pour terminer, Oui. sur cette question alors de ce positionnement du père aujourd'hui. En 2 mots, voilà, c'est quoi l'enjeu à venir pour ce père? L'enjeu à venir, c'est la confiance. C'est prendre confiance, l'enjeu présent et à venir, c'est une démarche de confiance. Et les pèlerinages de pères de famille, puisqu'on part de là, sont une démarche de confiance. De se dire que l'homme reste l'homme au sens de l'humanité, que la nature humaine reste la même, et que, en plus de ça, il y a la grâce. Et que si nous sommes parents, nous sommes appelés forcément à être éducateurs, et qu'il n'y a pas besoin pour ça d'avoir fait des études supérieures et de passer 20 ans de sa vie à bûcher le métier de père avant de l'exercer. Et il s'exerce dès qu'on est père, voilà. Merci. Jean-Louis, je me tourne vers vous. Alors, qu'est-ce que tout ça vous inspire, en fait? Vous, entre père, grand-père? Ça m'inspire des sentiments un peu contradictoires, en ce sens que c'est vrai qu'on parle des pères modernes qui, dont j'ai essayé de faire partie, qui participent à la vie de la famille, qui changent les bébés, se lèvent la nuit pour les biberons. Enfin, c'est très important que l'homme participe. Mais je pense quand même que quand on en arrive aujourd'hui, je ne sais pas si c'est passé, mais ça va passer au congé post-naissance pour le père, je pense que là, on plonge dans la confusion. Pourquoi, et l'Église a souvent été prophétique, et elle le sera encore, pourquoi ces pèlerinages pour les pères marchent très bien, c'est parce qu'il y a quand même un vrai danger pour la paternité. Aujourd'hui, la paternité est menacée. Vous avez senti que c'est ça la raison? Il me semble, parce que la femme, l'enfant lui appartient, son corps. Vous avez des divorces, très souvent les enfants ne voient plus leur père, Il y a vraiment donc une vraie pathologie de l'identité paternelle. Or, dans l'Église, on a une richesse, c'est que Dieu, on dit notre Père, mais dans toute la tradition judéo-chrétienne, Dieu est Père et Mère, justement dans l'altérité. Je pense que l'égalité, bien sûr, il y a une société où l'égalité de l'homme et de la femme a été promue depuis toujours, c'est bien dans l'Église, mais l'égalité dans l'altérité, dans le face-à-face. Or, on glisse aujourd'hui dans la confusion. Et je pense que si des pères aujourd'hui se sentent en difficulté, je pense que c'est un vrai problème de fond de société. Et l'Église, on est dans le 21e siècle, là, l'Église a un chantier, alors non plus tellement sur la paternité, mais sur la famille, sur le mariage, sur la réalité de l'homme et de la femme pour l'enfant qui grandit entre deux, sur cette nécessité de l'enfant. Vous parliez des professeurs hommes et femmes, cette nécessité pour un enfant d'avoir un père et une mère. Ce sont des sujets tout à fait brûlants aujourd'hui, quand on voit toutes les lois qui risquent de passer pour les nouvelles formes de mariage qu'on nous propose. Donc je pense qu'il y a vraiment un grand enjeu pour l'Église. Et pourtant, la réalité, pour la famille. On voit bien que la famille est fragilisée, un couple sur deux... Elle est fragilisée. L'Église a justement un message de solidité à donner. Jean-Paul II disait que le Dieu est père et mère. En commentant cette phrase, aujourd'hui je t'ai engendré. Et donc le face-à-face du père et de la mère, la différence, c'est ça qui fait grandir l'enfant.
Merci à tous les trois. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le pèlerinage de Cotignac qui aura lieu du 1er au 3 juillet prochain, son site s'affiche sur vos écrans. Et puis, également d'autres pèlerinages aux communions avec Cotignac ont depuis vu le jour, comme celui de Vézelay dont on parlait, et de Notre-Dame de Boulogne, qui ont aussi lieu aux mêmes dates. Toutes les informations sont sur les sites que vous pouvez voir en bas de l'écran. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine et au revoir.